Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La grippe aviaire, vous le savez, a décimé au moins 50 000 oiseaux au Sénégal. Malgré l'épidémie, les menus volailles dans les restaurants ne sont pas encore impactés. Des restaurateurs confient qu'ils ne sont pas pour le moment inquiétés. Focus dans ce journal sur des décisions phares en Conseil des ministres hier. D'abord, la réfection des écoles publiques sénégalaises et nous sommes allés au lycée Lamine Gueye pour constater l'état de vétusté de l'établissement scolaire. La CMU également évoquée en Conseil hier. L'évaluation des activités de la couverture maladie universelle demandée par le chef de l'État se heurte à des difficultés de financement et de fonctionnement. Et cette alerte des écologistes, la déforestation gagne du terrain sur la planète. 43 millions d'hectares de forêts perdues en 13 ans, selon le dernier rapport de l'organisation écologique WWF. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du câlin, un geste souvent oublié mais tellement important pour notre bien-être. Le reportage du jour porte sur le câlin en temps de pandémie. Il y a 2 semaines, un foyer de grippe aviaire a été découvert dans la région de Thiès. Plus de 50 000 oiseaux ont été décimés par l'épidémie et selon une fiche technique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette grippe aviaire peut être transmise aux humains s'il y a contact direct ou même indirect avec les oiseaux infectés. Nous avons alors cherché auprès des restaurants s'il y a changement dans les menus volailles. Rien pour le moment, nous dit Cher Diop avec Augustin Mandon. Dans beaucoup de restaurants de la capitale, l'affluence est toujours au rendez-vous malgré la crise du coronavirus. Et jusqu'à présent, la grippe aviaire découverte dans la région de Thiès et qui a emporté sur son passage des milliers d'oiseaux n'inquiète pas les gérants. Une épidémie qui ne s'est pas encore propagée à Dakar. En tout cas, à mon sens, je ne sens pas encore quelque part où les menus ont été changés, ou bien un endroit où les clients qui d'habitude étaient présents quand sur le menu il y avait de la volaille, que ces clients-là commençaient à changer ou à demander d'autres plats. Donc, c'est dire que les gens, par rapport aux informations qu'ils ont reçues, en tout cas, ça n'a pas impacté leur quotidien, en tout cas la façon dont les gens continuent à consommer le poulet. Une grippe évidemment beaucoup moins connue que le coronavirus, et qui n'a visiblement pas les mêmes conséquences sur le plan économique. Nous avons entendu parler de la grippe aviaire, mais nous ne l'avons pas encore constaté ici. De mon côté, toutes les précautions sont prises. Mais pour ce qui est du stock, Madame Dikoun a pris les devants. Le restaurant Yuma n'est vraiment pas encore affecté, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce qu'on avait fait beaucoup de stocks. Comme c'était la période des fêtes, nos fournisseurs, on a pu avoir beaucoup de stocks. Donc pour le moment, on continue à gérer le stock. Mais dans une période où les migrations des oiseaux sont très fréquentes, il devient nécessaire de rester vigilant. On est dans une période de migration des oiseaux, parce qu'aujourd'hui, le mois de janvier, c'est un mois où on est au pic de la migration des oiseaux. Est-ce qu'avec ce phénomène migratoire, cette maladie peut être transportée vers d'autres endroits? Je pense que les scientifiques doivent se pencher sur ça. Un foyer de grippe aviaire a été décelé dans une ferme avicole à Thiès. Une épidémie qui a déjà décimé plus de 50 000 oiseaux. Ce qui a d'ailleurs engendré la suspension des importations de volailles en provenance du Sénégal pour le Mali, la Gambie et la Mauritanie. Merci Charles Diop. En Conseil des ministres hier, Macky Sall a évoqué la réfection des écoles publiques. Plusieurs établissements scolaires supportent mal le poids des années. Leur vétusté constitue pour la plupart du temps une menace pour les élèves et leurs enseignants. Illustration au lycée Lamine Gueye et vous allez tout de suite le voir sur les images. Reportage signé Sadio Mané. C'est un établissement qui date de 1920. Mais le lycée Lamine Gueye, ex-Van Vollenhoven, est toujours attrayant.
La façade vétuste du lycée a laissé la place à un cadre beaucoup plus amélioré. Cet établissement scolaire, qui a formé beaucoup de personnalités du pays, est maintenant devenu un patrimoine national. Pas d'élèves dans la cour de l'école. Ces derniers sont en train de faire cours. Nous prenons alors la direction du bureau du censeur. Ce dernier est en phase avec le chef de l'État. Une très bonne décision à mon sens, puisqu'il est bon d'améliorer le cadre physique dans lequel, n'est-ce pas, nous accueillons, n'est-ce pas, les enfants. C'est déjà un motif pour eux, pour rester, n'est-ce pas, à l'école et d'éviter pendant les moments de pause de sortir, n'est-ce pas, dans la rue. Pour cette raison, oui, je crois que c'est une très bonne chose. Au-delà de l'engagement du chef de l'État à l'endroit des anciennes écoles, le censeur veut que l'État équipe certaines salles afin de permettre aux élèves d'être dans de bonnes conditions d'études. Ce dont nous avons besoin actuellement et qui est pressant, c'est peut-être des équipements. Équiper nos labos, équiper aussi en matière d'informatique, notamment de machines, les différents lycées pour nous permettre, n'est-ce pas, de travailler, d'autant plus qu'avec ces périodes incertaines de Covid, au cas où, évidemment, les cours, n'est-ce pas, vont cesser, comme ce fut le cas de l'année dernière, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de faire plus efficacement les cours en ligne. Les artisans locaux sont ciblés par le gouvernement pour rénover ces établissements scolaires, un projet qui entre dans le cadre de la relance de l'économie nationale. Les acteurs du système éducatif saluent cette initiative. Un reportage réalisé donc par Nima Sadjo. Et nous restons sur le Conseil des ministres. Macky Sall a décidé de prolonger pour un an encore les prestations des ASP, des assistants à la sécurité de proximité. L'initiative lancée en 2014 est saluée par les Sénégalais. Boubacar Dieng, reportage. Centre-ville de Dakar, une journée plutôt ensoleillée à Dakar comme dans beaucoup d'autres localités. Les assistants à la sécurité de proximité sont présents, que ce soit dans les lieux de service public, dans les marchés ou même dans la circulation. Les ASP viennent en appoint aux forces de l'ordre. Bon, je trouve quand même qu'il apporte un supplément de travail au niveau dans certains aspects, là où les policiers n'arrivent pas à incruster. Donc je trouve bien qu'ils sont là-bas en train de faire un bon travail en tout cas. Ouais, selon moi, leur présence est utile. Parce que là, vous voyez que les policiers ne peuvent absolument faire tout, ne peuvent pas faire tout. À chacun son appréciation, cette personne du troisième âge est plutôt séduite par le comportement de certains ASP. La plupart du temps, les automobilistes ne cèdent pas le passage aux personnes âgées, même si elles ont la priorité. Le plus souvent, ce sont les ASP qui nous aident à traverser. Ils sont vraiment utiles dans ce pays. Lors du premier recrutement en 2014, plus de 7000 volontaires se sont engagés, certains envoyés dans les fins fonds du Sénégal. Il est des Réfan, il souhaiterait voir un nombre important d'assistants à la sécurité de proximité dans son village. Ils font du bon boulot, mais ils seraient plus utiles dans les zones reculées. En Conseil des ministres du mercredi, le président de la République décide de proroger pour un an la durée de service des assistants à la sécurité de proximité de la promotion 2014 en exercice. Et pour clore ce chapitre sur le Conseil des ministres d'hier, Macky Sall a aussi demandé l'évaluation des activités de la première phase de la couverture maladie universelle. Elle est en cours selon le directeur des opérations de la CMU. Serigne Diouf évoque d'autres difficultés liées au fonctionnement du programme, mais surtout à son financement sur le long terme. Il était l'invité de Ken Waskanui cet après-midi sur ITV. Le voici avec El Hadj Malick Cissé. En fait, l'évaluation est en cours. Elle est effectuée par un cabinet externe. Je crois que dans la mise en œuvre d'un programme de couverture maladie universelle, il est bon toujours de s'inscrire dans un processus de recherche-action
pour identifier les défis, les contraintes, les goulots de d'étranglement qui vont nous permettre en tout cas d'aller vers une nouvelle stratégie et tout ceci dans la perspective de renforcer nos démarches, nos orientations, nos interventions et pour être beaucoup plus efficaces dans la mise en œuvre. Je crois que cela montre encore une fois de plus aujourd'hui l'engagement politique de la plus haute autorité à soutenir un tel programme, mais également l'engagement des communautés à s'approprier encore une fois de plus de ce programme qui a duré à peu près 6 ans de mise en œuvre et qu'aujourd'hui ces résultats peuvent naturellement être consolidés mais également être renforcés à partir de cette année 2021. Je crois que globalement c'est un sentiment de satisfaction que nous avons au niveau de l'agence de la couverture maladie universelle en entendant le président parler donc de ses performances enregistrées par l'agence de la couverture maladie universelle, performances qui ont été obtenues grâce à la collaboration des acteurs au niveau communautaire, notamment donc les présidents de conseil d'administration des mutuelles, les gérants de mutuelles et tous les autres acteurs au niveau communautaire. Et nous avons aussi décelé aujourd'hui 267 nouvelles contaminations sur un total de 2500 tests effectués. 186 patients ont été déclarés guéris et 47 sont encore en réanimation. Et oui, le coronavirus contrôle le monde actuellement au point d'en oublier les autres urgences mondiales, les changements climatiques par exemple. L'organisation écologique WWF sonne l'alerte. Dans un récent rapport, elle révèle que 43 millions d'hectares de forêt ont été perdus en 13 ans. En d'autres termes, la déforestation gagne du terrain sur toute la planète, notamment en Afrique. Sujet réalisé par Pape Ibrahim Ndiaye. En pleine crise sanitaire, c'est un rapport qui vient rappeler au monde qu'il traverse une autre, l'urgence climatique. Dans une étude très détaillée, l'organisation WWF révèle qu'en 13 ans, la planète a perdu près de 43 millions d'hectares de forêt. Pour marquer les esprits et alerter l'opinion sur l'ampleur des dégâts de la déforestation, l'organisation écologique fait des comparaisons frappantes. Elle annonce que la taille des forêts perdues est comparable à la surface d'un pays comme l'Irak ou encore le Maroc. La saignée mondiale continue, les signaux sont au rouge et tous les fronts écologiques sont ouverts. Le WWF montre du doigt 24 zones à haut risque, 9 se trouvent en Amérique latine, 8 en Afrique et les 7 en Asie-Pacifique. Des zones les plus connues, Amazonie, bassin du Congo, Indonésie, aux plus récentes, Libéria, Côte d'Ivoire, le Ghana, Madagascar ou encore Mexique. Elles concentrent à elles seules plus de la moitié, à savoir 52% de la déforestation tropicale mondiale selon l'ONG. Sur le banc des accusés, toujours l'homme avec son agriculture commerciale, son secteur minier et ses infrastructures. Ces forêts qui partent en fumée, une équation écologique mais également sanitaire alerte l'ONG. La mauvaise gestion des forêts mondiales favorise les émissions de carbone, ravage la biodiversité, détruit des écosystèmes vitaux, affecte le bien-être des communautés locales et des sociétés en général. Une situation qui favorise les contacts entre les espèces sauvages et humaines et donc le passage à l'homme de maladies d'origine animale comme l'illustre la pandémie Covid-19. La planète en feu, plus que jamais en question. Vu la vitesse à laquelle les forêts se dégradent, l'homme aura-t-il suffisamment de temps pour redresser la situation et atteindre ses flammes? Voilà la grande équation écologique sans réponse pour le moment. Pape Ibrahim Ndiaye, l'actualité de ce jeudi, c'est aussi la signature des conventions et cahiers de charges pour les télévisions privées. Les discussions se poursuivent avec entre les patrons de télé et le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les deux parties se sont donné rendez-vous le 9 février prochain pour justement conclure ces discussions. Et à ce propos, nous allons écouter Ousseynou Dieng, directeur de la communication, des propos recueillis par Adam Assar. Vous savez, quand le chef de l'État
a demandé effectivement un accompagnement, à prôner, c'est l'accompagnement du secteur de la presse. Il a instruit le ministre pour qu'on accélère toutes les réformes concernant le secteur. Et je vais juste en citer 2 grandes réformes qui tournent autour de l'assainissement du secteur. Aujourd'hui, vous avez l'un des secteurs les plus envahis, qui nécessite un assainissement profond. Il y a 2 leviers pour cet assainissement-là. Un, c'est la carte professionnelle de presse qui va être délivrée véritablement aux journalistes qui en ont droit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce métier et qui ne devraient pas. Deuxièmement, c'est l'assainissement du secteur des entreprises et cela se fait à travers les conventions et les cahiers de charges. Et cela coïncide effectivement à la mutation vers le numérique. Nous nous sommes donné rendez-vous le 9 février pour finaliser ces discussions, passer vers des conventions. Et c'est le numérique qui nous exige à aller vers ces conventions, à mettre en place de nouvelles réformes, parce qu'il y va de la notoriété du pays. L'ITIE poursuit ses tournées à l'intérieur du pays, une tournée de sensibilisation et d'information à Saint-Louis sur le dernier rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour rappel, en 2019, le secteur extractif a généré plus de 160 milliards de francs CFA. Un des responsables de l'ITIE, Dr Moustapha Fall, revient justement sur ce rapport. Il est au micro de Momar Alisnian avec Mortar Thiam. Pour l'année 2019, c'est-à-dire les données qui ont concerné l'année 2019, ont permis de révéler que le secteur extractif a généré 161 milliards. Et parmi les 161 milliards, on a 137 milliards générés par le secteur minier et 24 milliards générés par le secteur des hydrocarbures. Mais ce qui est déterminant, c'est que cette contribution permet de voir un peu comment le secteur extractif contribue à l'économie nationale. Et pour ce qui est maintenant de la région de Saint-Louis, il faut retenir qu'ici, c'est essentiellement des entreprises pétrolières. C'est pour cela, pour la contribution des entreprises qui sont au niveau de la région, il faut compter 9 milliards. Et parmi les 9 milliards, nous avons essentiellement la société BP et la société Cosmos. Mais le point essentiel à retenir, c'est que les entreprises pétrolières n'ont pas encore commencé à produire. C'est ce qui fait que le secteur minier demeure encore le secteur qui contribue le plus. La rédaction vous propose ce soir le portrait d'un jeune étudiant sénégalais en France. Entre études supérieures et vie sociale, il faut être organisé, responsable et réfléchi pour ne pas succomber au stress quotidien. Serinta Kofal Diagne nous raconte à cœur ouvert comment est-ce qu'il parvient à s'ouvrir à autrui, à d'autres réalités et à d'autres cultures. Abdoulatif Diop l'a rencontré. Serinta Kofal Diagne est un étudiant sénégalais à Paris depuis 3 ans. En licence 3 en ingénierie des systèmes industriels, il rêve d'intégrer dans 2 ans les ateliers mécaniques pour devenir un ingénieur en maintenance aéronautique. Il brave les difficultés et contraintes du quotidien des étudiants en France pour réussir ses études. Dans le froid et la grisaille, il a retroussé tout de même les manches avec le courage et la détermination des âmes ambitieuses. On essaie de s'adapter, on essaie de vivre avec. On essaie de vivre avec les moyens du bord parce que, pour dire vrai, c'est très difficile de faire ses études loin de ses parents. Il s'accroche à son rêve, même si... On nous a vendu du rêve. La vie des étudiants en France nécessite beaucoup d'ingrédients et de sacrifices. Il faut trouver du travail pour s'en sortir. La plupart des étudiants qui débarquent en France n'ont pas de bourse. Les premiers jours sonnent comme un parcours de combattants. Ils se cherchent. Le premier dilemme pour les apprenants sénégalais, c'est de trouver d'abord un gîte de nuit qui est le premier casse-tête dont il faut faire face. Serinta Kofal Diagne est dans ce lot. C'est un peu difficile avec le climat, il y a le froid et il y a la neige. Il y a aussi des difficultés financières parce que si on est un étudiant et on n'est pas boursier, c'est un peu difficile, on doit trouver du travail pour financer nos études, on doit payer nos logements, on doit trouver du travail pour chercher de quoi manger, on doit faire nos courses, il y a beaucoup de trucs à faire, donc sans bourse c'est un peu difficile
vivre en tant qu'étudiant sénégalais en France. Après avoir posé ses valises, il faut impérativement chercher du boulot pour pouvoir se prendre en charge, à moins que vos parents vous envoient régulièrement 400 000 francs CFA, soit 615 € tous les mois pour ceux qui n'ont pas cette chance. Bonjour la galère. Pour travailler ici, il faut un contrat au maximum de 20 heures par semaine. Et avec les études, par exemple, moi, je fais mes études en sciences. C'est un peu difficile d'alterner les études et le boulot parce qu'il y a beaucoup d'heures de TD, il y a beaucoup d'heures de TP. Donc, si on reste focus sur les études, c'est quand même difficile d'alterner les études et le boulot. Mais il y a des gens qui le font et il y a des gens qui le font et qui réussissent bien. Il faut trouver du travail, soit tu as des parents qui sont à l'aise financièrement, qui t'envoient de l'argent, qui t'envoient 615 € par mois. Il n'est toujours pas facile de faire de grandes études en France sans les obstacles de tous les jours. Les conditions d'études à Paris frisent la pénitence. Beaucoup d'étudiants finissent par se retrouver dans la galère ou devenir un sans-papier errant si on n'est pas armé d'un bon moral ou un vrai mental de guerrier. Par contre, quand on a le courage, la détermination et l'ambition de Tako Fall Diagne, il y a en toute garantie des raisons d'espérer. Et voici maintenant le reportage du jour. Parfois, il nous arrive de nous sentir mal déprimés ou fatigués et on a besoin de réconfort. Rien de mieux qu'un bon câlin pour nous remonter le moral. C'est la journée internationale des câlins aujourd'hui, un geste affectueux aux bienfaits insoupçonnés. Cependant, avec le contexte de pandémie, beaucoup hésitent à se faire des câlins. Mohamed Ndiaye. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. Les câlins peuvent provenir d'un proche, d'un parent généralement. On s'en fait entre amis ou conjoints. Si le sujet semble tabou aux yeux de certains, d'autres trouvent leur mot à dire. Masque bien ajusté, ce jeune homme décontracté trouve que c'est un acte psycho-affectif et naturel. Oui, ça m'arrive comme à tout le monde. C'est un besoin humain que tout le monde ressent, de ressentir un peu d'affection des fois lorsqu'on ne va pas bien, lorsque ça ne va pas des fois, ou bien lorsqu'on se sent mal. Toujours des trucs, ça arrive. Ça arrive de ressentir ce besoin. Donc à mes parents, c'est souvent, oui. Et à des amis, oui, ça dépend aussi. Une marque d'affection que cette étudiante avait l'habitude de donner avant la barrière du coronavirus. On avait l'habitude, quoi. De se faire des bisous, genre, tu vois. Mais avec la Covid, tout a changé. Tu vois, tout est changé. Même la maison, c'est comme ça, à la maison. Même chose pour elle, même si elle ressent toujours l'envie de donner ou de recevoir des câlins. Comme tout le monde, j'ai l'habitude de faire des câlins, comme j'aime en recevoir aussi. Respecter les mesures et tout, donc on a vraiment diminué. Le matin, j'en veux plein, plein. Câlin, étreinte, accolade, une proximité affective dont tout le monde aurait besoin. J'invente une petite chanson. Et cette journée dédiée au câlin, le coronavirus a masqué ce signe de tendresse. Certains sont contraints de s'adapter à la situation où le port de masque et la distanciation sont de mise. Mohamed Ndiaye, parce que le câlin est essentiel à notre santé et à notre équilibre. Un gros câlin à toute l'équipe de la régie qui a réalisé ce journal. On vous en donne à vous aussi pour vous remercier de votre fidélité. Au revoir.